Et c'est parti, on est en ligne. Rebonjour Camille, on a eu l'occasion de Salut discuter un Diane. petit peu plus tôt. Bonjour à tout le monde qui est là aujourd'hui avec nous. Merci de suivre ce webinaire, ça nous fait toujours très plaisir. C'est la première édition qu'on fait le midi. On a eu pas mal de messages pour dire que le soir, c'était pas forcément pratique. Donc, on espère que ça vous convient et n'hésitez pas à nous faire vos retours là-dessus. Avant de commencer ce webinaire, donc qui sera sur le thème de la sexualité postpartum, je voudrais qu'on repasse un petit peu les présentations, si Mhm. ça te va Camille et si ça va à tout le monde. Donc je vais commencer par présenter Mia.co, qui est une plateforme de téléconsultation en sexologie. Donc sur Mia.co, vous pouvez faire différentes choses, prendre rendez-vous avec une sexologue, suivre une thérapie digitale, par exemple le programme Vaginisme qu'on a fait ensemble Camille, avoir plein d'infos sur la sexualité, sur la santé sexuelle. Et ça se passe sur le blog, sur le site, sur Instagram et sur notre chaîne YouTube surtout. Vous êtes de plus en plus sur YouTube et d'ailleurs, l'intégralité de ce webinaire sera postée dessus. Et on va aussi le couper en petites vidéos si jamais il n'y a que certains sujets qui vous intéressent. Camille, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne et vous pouvez me retrouver sur la plateforme mia.co où du coup je propose des consultations en thérapie de couple mais aussi en thérapie individuelle. Et puis pour rester dans la thématique aussi de ce live, j'ai écrit récemment un livre qui s'appelle Réinventer sa vie intime après bébé. Donc voilà, on va pouvoir aborder quelques thématiques justement pendant ce live. C'est vrai que tu es un petit peu l'experte, en tout cas, du moment et l'experte sur Mia, sur ces questions. D'ailleurs, j'avais prévu d'emmener ton livre avec toi pour le montrer à tout le monde en vrai. Heureusement que je l'ai à Sauf côté de que moi. je l'ai prêté à un ami qui vient d'avoir un bébé Trop et bien. donc je ne pourrais pas le montrer. Trop chouette. Et moi, je me présente aussi. Je m'appelle Diane Deswart. Je travaille chez Charles.co et Mia.co. Je m'occupe de la communication et je suis aussi apprentie sexologue, donc je suis en train de faire mes armes là-dessus. Et aujourd'hui, c'est mon dernier webinaire. Donc du coup, parce que je continuerai la sexologie plus tard, mais ce ne sera pas chez Charles ni Mia. Donc voilà, c'est une édition un peu spéciale pour moi. Et pour moi Donc voilà. aussi. Pour nous, Pour nous, c'est notre dernier webinaire ensemble. Mais c'est vrai qu'au final, c'est le 5e déjà. pas mal. Donc du coup, on a reçu plein de questions. Juste avant, je vous fais un petit topo pour l'utilisation un petit peu du chat. Si vous voulez écrire sur le chat, vous pouvez le faire et on répondra à vos questions autant qu'on le peut. Si vous voulez poser des questions en anonyme, vous avez un petit onglet à droite qui s'appelle questions. Donc là, il n'y a que nous qui voyons vos questions. Donc si vous voulez poser des questions sans qu'on voit votre nom, vous pouvez le faire aussi. Et puis voilà, nous en tout cas, on a récolté toutes les questions qui nous ont été posées en amont lors de l'inscription sur le webinaire. Et donc du coup, c'est avec ces questions-là que je vais animer le webinaire d'aujourd'hui. Je sais qu'on va parler de postpartum et c'est bien le thème d'aujourd'hui, mais on a quand même eu beaucoup de questions sur la grossesse. Du coup, Camille, si ça te va, avant de commencer, j'aimerais bien qu'on réponde à ces 2-3 questions qui me semblent quand même importantes, notamment pour les personnes qui sont enceintes en ce moment ou qui prévoient de l'être bientôt, ainsi que pour les partenaires. Donc du coup, première question qui revient le plus souvent, peut-on avoir une sexualité pendant la grossesse? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce que c'est dangereux pour le bébé, dangereux pour la maman? Ok, super. Oui, alors oui, on peut avoir une sexualité pendant la grossesse, une sexualité pénétrative et une sexualité non pénétrative. Il y a des contre-indications, effectivement, dans certains cas, quand il y a certaines pathologies. Donc ça sera votre professionnel de la santé qui vous suit, qui de toute façon vous dira, oh là, contre-indication. Par exemple, quand il y a placenta prévia qui est positionné, donc un placenta qui est positionné en bas, on va souvent éviter des rapports avec pénétration, quand il y a un risque prématuré d'accouchement. Enfin bref, ça, c'est des choses que vous pouvez discuter avec les professionnels de la santé. Mais sinon, dans une majorité des cas, il n'y a pas de souci pour avoir des rapports intimes avec pénétration, sans pénétration. C'est vraiment à suivre selon vos envies, de vous écouter et il n'y a pas de risque pour le bébé
Au contraire, il est baigné dans son petit bain et il est rempli de plein d'ocytocine quand il y a de l'amour, quand il y a du plaisir. Donc, lui, il fait sa vie et vous avez bien raison d'en profiter. D'accord, merci. Et donc du coup, la rumeur de: «Oh, si j'ai une pénétration pendant la grossesse, ça peut toucher la tête du bébé», ça c'est Ça, c'est faux? faux. Ouais, c'est faux. Anatomiquement, ce n'est pas possible. Donc ça, pareil, vous pouvez aussi en discuter avec les professionnels de la santé. Mais voilà, le bébé est logé dans l'utérus et généralement, le pénis est dans le vagin et ne peut pas entrer dans l'utérus parce que, bah, il y a le bouchon muqueux, il y a le col qui protège. Donc la physiologie est plutôt bien faite. Voilà, donc rassurez-vous sur ce point pour tous ceux qui nous avaient posé la question. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un impact en fait, de la grossesse sur le désir? On entend parfois que les premiers mois, le désir est assez bas. Est-ce qu'il y a des moyennes qui ont été faites là-dessus? Est-ce que le deuxième trimestre, en effet, c'est, une grosse montée du désir, des sensations de plaisir et cetera? Ouais. Ouais, on peut parler de tendance. Après, effectivement, hein, ça dépend, de chaque personne, mais aussi de chaque grossesse, comment chaque grossesse est vécue. On va dire la tendance, mais pareil, ça peut dépendre. Vous pouvez ne pas vous retrouver là-dedans. On va souvent dire premier trimestre, il y a le lot de nausées, de vomissements qui peuvent avoir effectivement un impact sur la libido. Quand on est dégoûté de la nourriture, on n'a pas forcément on peut être dégoûté de baisers, de sensualité, donc ça peut jouer, ça peut impacter sur la libido. Après, il y a aussi une différence. Il y a des personnes qui peuvent avoir de la libido, des envies, des fantasmes, mais avec la fatigue aussi du premier trimestre et du troisième trimestre, plutôt la flemme, hein, la fatigue d'initier des rapports intimes. Donc, on peut quand même avoir une libido, des fantasmes, des pensées, mais c'est plutôt le fait d'initier, d'être dans des rapports physiques qui, là, peuvent impacter aussi voilà, les rapports intimes. Deuxième trimestre, généralement, pour une majorité des femmes, les nausées, les vomissements sont derrière elles. Il n'y a pas encore le ventre qui est si lourd que ça, pas encore, il peut y avoir quand même quelques douleurs physiques, mais ça va plus ou moins et donc on reprend possession de son corps. Donc là, souvent, on va dire: «Ah bah, là, il y a le feu, puis il y a les hormones, en feu», donc ça peut jouer positivement, sur la libido et les rapports. Et puis troisième trimestre, pareil, on va dire là, ça va redescendre un petit peu, bah, parce qu'il y a un peu plus de douleurs, par exemple, mal au dos, le ventre qui est quand même lourd, la fatigue et donc ça peut aussi impacter, la libido pour certaines personnes. Mais donc ça peut varier selon les trimestres, ça peut varier selon les personnes, selon les couples aussi, parce que, bah, ça impacte aussi le ou la partenaire, hein, qui peut aussi avoir, moins ou plus, de désir et donc, bah, voilà, s'écouter encore une fois. D'accord. Et donc du coup, en fait, on a eu des questions sur comment faire pour adapter cette sexualité-là, mais au final, j'imagine que c'est un petit peu au feeling. Il y a pas vraiment de mode d'emploi, c'est un peu comme tout le monde le sent. Après, c'est sûr que ça doit pas être forcément la même sexualité que, hors grossesse et d'ailleurs, avant, d'avoir eu un bébé. Ouais, elle est adaptée, elle doit s'adapter effectivement, bah, déjà, s'écouter, s'il y a des appréhensions et cetera, d'en parler, avec, bah, avec le partenaire, la partenaire, et puis effectivement, elle s'adapte, parce qu'il y a des positions où on va moins se sentir confortable de les faire ou qui peuvent apporter, des douleurs ou des difficultés. Donc encore une Mmh. fois, s'écouter et adapter. OK. Et donc là, merci d'avoir répondu sur les questions, grossesse. Je propose qu'on passe directement, au Ça postpartum. mériterait beaucoup plus, hein, mais voilà, du coup, ça Oui, vous oui, donne ça quelques mérite petites infos. plus. Après, je pense que ça mérite un webinaire à soi tout seul. Mais là, on voulait quand même, ne pas laisser toutes les personnes qui nous avaient posé des questions sur leur faim. Hem, alors justement, on parle de s'adapter. Est-ce que la sexualité va forcément être différente après un accouchement qu'avant? Mmh. Ça, dans cette question, quand on pose cette question, c'est souvent parce qu'on a peur. On pense que la sexualité d'avant est meilleure et donc on a cette appréhension: «Oh là là, est-ce que ça sera comme avant? Est-ce que ça sera foutu?» et cetera. Donc j'aimerais rassurer les gens dans le sens qu'avant, c'était pas forcément mieux, c'est juste ça évolue. La sexualité va évoluer. Ça veut pas dire que ça va être de manière négative. Elle va devoir s'adapter, elle va évoluer. Il va y avoir des nouveaux paramètres à prendre en compte comme, bah, une vie de famille, un nouveau membre dans la famille, une nouvelle organisation, de nouvelles responsabilités, une nouvelle fatigue, qui ça aussi peut avoir un poids sur, la sexualité. Mais c'est tout est une question aussi d'organisation, et de priorisation. Au final, c'est un petit peu comme les sexualités qui évoluent.
quand on est ado, puis jeune personne, puis adulte. C'est juste que là, la grossesse, ça met un petit peu un coup d'accélérateur sur le changement, quoi. C'est quand même un gros marqueur de changement. Ouais, et souvent on le voit, ça fait un effet loupe aussi, hein. C'est plutôt les couples que je reçois en postpartum, souvent vont dire bah voilà, depuis que on a accouché ou j'ai accouché, bah, il y a on a moins de libido ou c'est un peu plus dur, on n'a pas de rapport, etc. Et en fait, quand on creuse, c'était déjà présent avant. Un Mmh. petit peu, mais c'était déjà présent avant. Et donc, c'est vraiment une loupe. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément mettre en cause le fait d'avoir accouché, qu'il y a un nouveau membre dans la famille, mais ça vient amplifier. S'il y avait déjà des petites difficultés avant, ça vient les amplifier. OK, je vois ce que tu veux dire. Mais justement, tu me donnes un très bon ton là-dessus, parce qu'on a eu beaucoup de questions, sur le désir. Il y a eu quelques-unes sur le plaisir et sur les pratiques, mais il y a des personnes qui ont peur juste que leur libido ne revienne pas. Mmh. En disant: «Bon voilà, j'ai accouché, il y a eu un petit temps», bon ça on en parlera après, Ouais. mais comment faire en fait si cette libido-là, si le désir sexuel ne revient pas après l'accouchement? Comment on fait pour gérer ça? Ouais. Alors oui, déjà, ça peut être une appréhension qui est souvent présente. Bah, déjà, il faut se dire, voilà, déjà, moi, souvent, je remets dans le contexte. Je dis, bah voilà, vous êtes encore dans la phase postpartum, donc évitons de se mettre une pression en plus supplémentaire. Déjà, pas de pression dans la sexualité, mais alors encore moins en postpartum. Mmh. Et puis, bah, de se questionner, en fait, qu'est-ce qui fait que c'est différent par rapport à la libido? Qu'est-ce qui a changé dans le contexte? Et il y a plusieurs choses. Souvent les gros facteurs, qui vont influencer justement, la libido et la sexualité dans le couple, bah, ça va être la fatigue en postpartum, le fait si on a des douleurs à tes souhaits et des douleurs et ça on reviendra là-dessus, les douleurs, en postpartum. Comment est l'état de la relation et si on fait équipe aussi en tant que partenaire et Ouais. puis le statut, de parent, hein, le statut de parent, amant et l'image du corps aussi. Ça, c'est pas mal aussi, qui viennent influencer. Donc c'est important de comprendre, tiens, qu'est-ce qui freine ma libido? Et ça peut être ces facteurs-là, ça peut être une multitude de facteurs et de voir comment on peut les travailler. Le but, c'est vraiment d'identifier les causes, avant de trouver une quelconque solution, quoi. Je trouve que c'est quand même important. Ça donne du coup des pistes, on sait du coup dans quelle direction, on va, ouais. OK, et ça, donc du coup, est-ce que c'est un questionnement que tout le monde est capable de faire avec soi-même? Ou est-ce que c'est vraiment mieux en général d'aller voir, un professionnel de santé? Ouais. Alors il y a certaines personnes qui arrivent très bien à identifier et donc des fois elles viennent déjà en consultation parce qu'elles ont tout identifié, mais elles ont besoin, bah, d'outils d'accompagnement. Et donc là, c'est, bah, le travail, des sexologues, thérapeutes de couple et il y en a d'autres pour qui justement elles arrivent en consultation et elles n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc on réfléchit ensemble, une fois qu'on a réfléchi ensemble, il y a des outils, des accompagnements. Hem, je dirais que, les personnes qui s'en sortent le mieux, les couples qui s'en sortent le mieux en postpartum, c'est des personnes qui ont déjà en amont avaient réfléchi, font face à leurs problèmes et qui peut-être avaient eu déjà cet accompagnement et qui du coup Ouais. auront plus de facilité aussi en postpartum. Donc voilà, après il y a des personnes qui peuvent y arriver seules, mais ça reste quand même souvent on se confronte à des blocages ou à, bah, voilà, j'ai essayé ça ou j'ai tout essayé souvent aussi, c'est j'ai tout essayé, je sais ce qui ne va pas, j'ai tout essayé et pourtant ça ne fonctionne pas. Et donc en Mmh. fait, on voit qu'il y avait encore d'autres éléments clés, d'autres facteurs qui des fois en fait seuls on ne creuse pas forcément aussi, dans les résistances et dans ce qui peut bloquer, quoi. OK. Beh, après, c'est vrai que, on a l'impression, enfin en tout cas moi c'est une impression que j'ai et c'est pas spécialement une question qu'on a eue. La sexualité postpartum, c'est un peu une forme de pression qui dit: «OK, j'ai un accouchement, j'ai un nouveau bébé. Maintenant comment je vais faire, avec, mon ou avec ma partenaire qui, a beaucoup d'attentes, peut-être qui a pas eu beaucoup de sexualité pendant la grossesse et cetera». Et je pense que c'est quand même une nouvelle forme de pression qui n'est pas, enfin ce serait dommage de la nier parce qu'elle existe. Mmh. Mais comment on fait? Est-ce qu'il y a un besoin entre guillemets «d'éducation et de sensibilisation», sur ça? Oui,
Ça, c'est clair. Ouais, oui, oui. Déjà d'informer, et c'est le but hein, de mon livre, d'informer, de donner des informations sur ce qui se passe physiologiquement et aussi psychologiquement, voilà, post-accouchement, ce qui peuvent expliquer beaucoup de choses et rassurer aussi, mais aussi une information pour les partenaires. Et là, je parle en tant que couple hétéro, surtout les hommes, qui puissent s'informer là-dessus pour mieux comprendre. Mm. Tu parlais de pression. Alors, c'est vrai que des fois, ça peut être, effectivement, et là, pareil, si je parle des couples hétérosexuels, le partenaire qui peut mettre une certaine forme de pression, mais parce que des fois aussi, il y a ce manque d'information ou il y a une forme de mise à distance et on ne sait pas vraiment ce que la personne a vécu. Mais dans les personnes, et là, les pères qui se sont informés, qui sont investis aussi dans leur rôle de père, souvent, ils sont dans l'empathie et souvent, la pression vient des fois de la partenaire elle-même qui se dit, Ouais. ça fait un moment, il doit être en manque, enfin, je dois reprendre une sexualité. Donc, des fois, c'est la partenaire qui se met cette pression seule, alors que le partenaire dit, mais moi, c'est bon. Ou on peut même avoir une sexualité sans pénétration, je serais très bien comme ça. Et dans d'autres formes où c'est plutôt le partenaire. Mm. D'accord. Mais justement, tu parlais de l'éducation à faire sur les changements physiologiques et psychologiques après un accouchement. On a eu plusieurs questions, par exemple, sur les changements physiologiques. Il y a une personne qui disait qu'elle avait l'impression que sa vulve et que son clitoris avait changé de taille et de forme. Est-ce que c'était normal? Est-ce que ça va redevenir comme avant? Après, il y a le corps qui change beaucoup. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap des changements physio et psycho qu'il y a après un accouchement? Ouais, il y a beaucoup physio et pareil, ça va dépendre, ça va dépendre aussi des personnes. Hein. Mais on va voir les seins, et ça, on en reparlera aussi tout à l'heure par rapport à voilà, la poitrine, le ventre aussi qui a changé. Souvent au postpartum, il y a les femmes qui vont dire, voilà, il est détendu, il pend, et donc ça a un impact aussi sur la représentation de son corps, l'image de son corps, enfin d'être à l'aise avec son corps et du coup dans la sexualité. Par rapport à la vulve, il peut y avoir certains œdèmes, c'est vrai, après un accouchement, donc la vulve qui gonfle un peu, le clitoris aussi possible. Normalement, ça se remet aussi en état. La couleur peut changer aussi. Ce qui est important, c'est de pouvoir faire sa rééducation du périnée par rapport à ça aussi. Checker avec les professionnels de la santé aussi que tout aille bien à ce niveau-là. Et laisser aussi le temps au corps de se Oui, remettre de tout ça. Il y a aussi, par exemple, des hémorroïdes qui peuvent arriver, qui peuvent aussi impacter la sexualité. Ça, c'est des choses dont on parle peu, mais ça arrive. Et pareil, il y a des solutions qui existent. Il ne faut pas rester seul avec ça. Voilà, en gros, le topo physio, c'est souvent ce qui fait peur et qui, voilà, on préfère ne pas savoir, etc. Mais je pense de savoir que ça peut changer, que ça va être modifié et que, voilà, c'est aussi, on donne vie, et donc il y a des changements qui sont pas forcément acceptés, inclus, représentés dans la société. Mais votre corps est tout à fait normal, il fait juste son job, quoi. Et puis au niveau, alors oui, physio aussi, si on parle encore de sexualité, effectivement, des fois, on peut voir aussi, des sécheresses, surtout s'il y a un allaitement. Ça, peut-être qu'on reviendra, là-dessus. Et puis des douleurs qui peuvent arriver, ça, on pourra peut-être aussi revenir là-dessus. oui. Niveau psycho, c'était un petit peu ce que j'avais déjà dit, hein. C'est, déjà, on passe, enfin, arriver à jongler entre ce statut de femme, de mère, mère-femme, etc. Le couple, voir l'autre en tant que aussi parent, amant, ça, des fois, ça peut être aussi compliqué. Donc, c'est une matrescence. Donc, pareil, à l'adolescence, c'est un peu une sorte de crise. On change, on évolue. Là, la matrescence, la patrescence, c'est pas forcément une crise, mais il y a une évolution. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un changement aussi de statut aussi dans la lignée familiale. Donc, il y a pas mal de choses. Hem, voilà, le soutien du partenaire, enfin des choses que voilà, j'avais dit un petit peu avant, par rapport au psycho, en gros. En gros, vraiment, il y a ce noyau et puis toutes les petites choses qui changent autour, Ouais. et en sachant qu'on peut un peu travailler sur toutes ces choses-là. Je sais pas si, enfin, dis-moi si je me trompe, mais au final, une sexualité postpartum, ça se prépare quand même, et surtout, ça s'aborde, avec calme, mais le truc, c'est que quand on vient d'accoucher, c'est marrant de Le dire, tourbillon. «Reste calme, tu es super fatigué, tu es hyper débordé». La sexualité, ça fait peut-être pas partie Ouais. des priorités. Mais c'est pour Heu, ça que c'est en amont, de déjà mettre ces messages-là en amont, que ce soit déjà intégré, qu'on puisse les répéter, que les professionnels de la santé puissent le répéter plusieurs fois aussi pour qu'en fait, en postpartum, on soit là.
Je me souviens ce qu'on m'a dit, en fait, c'est normal, c'est OK, je passe par cette phase-là, et cetera. Plutôt que de l'entendre au moment même où, en fait, on peut pas l'entendre parce que pareil, on est dans un tourbillon, il y a d'autres choses à penser, il y a d'autres priorités aussi et donc c'est pour ça, oui, je milite pour informer, en fait, le plus tôt possible, même avant, en fait, grossesse, parce que l'information passe mieux aussi. Parce que, et puis par rapport aussi, on parlait, effectivement, c'est un bouleversement aussi pendant la grossesse. C'est là où on va voir pas mal de personnes aussi, bah, surtout les femmes enceintes, ça va réveiller des fois des choses, des fois des traumas, des fois des Oui. des souvenirs et là, il va y avoir du coup, le besoin d'un accompagnement, psy, que je recommande aussi parce qu'il y a plein de choses qui peuvent remonter aussi en devenant mère et en se projetant de devenir mère. Bah, c'est vrai qu'on a un suivi physique, qui est hyper rapproché, Mmh. mais en ce qui concerne, la santé mentale, le bien-être et cetera, le suivi, il est quand même pas dingue Il y a et rien. c'est vrai que, nous, c'est ce qu'on veut vraiment mettre en avant, sur Mia.co, c'est, on a mal aux dents, on va chez le dentiste, on se sent pas bien vis-à-vis de sa sexualité, même si ça se voit pas, que c'est pas tangible, il y a vraiment aucune gêne et vraiment, c'est très encouragé de pouvoir consulter et de manière régulière, quoi. Mmh. Je vais chez le dentiste, tous les 6 mois pour faire un check-up, détartrage et bah, je Ah vois, super. ma sexologue, tous les, 3 ou 6 mois, pour voir que tout va bien et je la vois plus souvent quand il y a un problème. Ouais, exactement et des check-up avec les couples, ça se fait et c'est génial aussi. Poursuivre, se dire un peu tous les 3 mois ou 6 mois, on se voit, on fait un petit check-up, on voit où vous en êtes. Est-ce que voilà, vous êtes toujours là où vous voulez être? Est-ce qu'il y a des blocages, des avancées, des choses, et ça, c'est génial, ouais, pour les couples. Et ils ont besoin aussi des fois, ça leur permet d'avoir un rappel que, OK, notre couple est important pour nous, on en prend soin aussi. Tout comme on Oui. prend soin de nos dents, comme tu disais. Je sais pas pourquoi je suis un peu obsédée avec les dents, à chaque fois j'utilise cet exemple-là. Mais après encore une fois, c'est un peu toujours le même débat de la médecine qui guérit et la médecine qui prévient. C'est vrai que toi tu le sais mieux que personne, en sexologie, les gens viennent presque en dernier recours, Mmh. comme si c'était juste il restait que toi pour sauver, Quelle le pression, hein, problème. pour nous. Quelle responsabilité. Grosse pression et en fait, c'est sans doute mieux d'avoir un suivi, au long cours et qui puisse débloquer les situations petit à petit. Mmh. Ça vaut le coup, je Ouais. trouve, d'investir du temps, et des moyens dans cette partie-là si on peut le faire. Bah, on voit bien qu'il y a les préparations à la naissance, à l'accouchement, que ça prend enfin, on se prépare à ça et donc pourquoi on Mmh. moi je milite pour justement avoir des préparations aussi à la vie intime pendant grossesse, postpartum, pour qu'en fait on soit juste préparé, qu'on sache un petit peu tout ça quoi. Quand on fait les préparations à l'accouchement, bah, on nous dit tout ce qui peut arriver et il va pas forcément nous arriver tout ça, mais au moins on sait et le savoir, c'est le pouvoir et ça nous permet d'avoir une meilleure, prendre une meilleure prise de décision des fois quand c'est possible. C'est notre motto ça. Le savoir, c'est le pouvoir. Et donc du coup on a parlé de plein de sujets. J'aimerais bien revoir enfin repasser sur un sujet dont tu avais parlé qui est l'allaitement. Hem, Qu'est-ce que ça peut modifier comme sensation physique, l'allaitement? Mmh. Est-ce que, il y a une histoire d'hormones ou un truc comme ça qui se passe? Alors sensation physique, là, je ne sais pas si la personne parle, à quel niveau, du corps. Bon, par rapport à la poitrine, effectivement, il y a une sensibilité plus accrue quand il y a l'allaitement. Une sensibilité qui peut être douloureuse ou une sensibilité au contraire qui peut être plaisante. La tendance, c'est souvent que ça va être plutôt douloureux, enfin, on n'a pas forcément envie qu'on nous touche la poitrine parce que Mmh. déjà elle est surtouchée par le bébé qui est nourri et cetera. Donc souvent les femmes vont dire: «Là, cette zone-là, avant grossesse ou pendant grossesse, c'était possible. Maintenant, j'ai plus envie qu'on me touche cette zone-là. C'est trop sensible et puis surtouchage, je sais pas comment on peut dire ça, mais surstimulation. Et au niveau de l'allaitement et la vulve et le vagin, c'est vrai que quand on allaite, on a un taux d'oestrogène un peu plus bas et donc du coup, il peut y avoir effectivement des sécheresses, vaginales et donc des sensations qui sont peut-être moins plaisantes si on a des rapports avec pénétration. Et donc là, pareil, si on a envie de rapport et qu'il y a des sécheresses vaginales ou même pas en fait, dès qu'il y a une pénétration, bah, de mettre du lubrifiant pour que ce soit plus agréable aussi. En termes de sensations physiques, je dirais que c'est principalement ça. Après ce qui peut arriver aussi quand il y a du plaisir, des orgasmes, que ce soit pendant la masturbation ou les rapports intimes,
et qu'on allaite, ou même quelques jours après l'accouchement, il peut y avoir des éjections de lait. Bon, Mmh. pas forcément une sensation physique, mais c'est plutôt, ça peut être surprenant pour certaines personnes. Certaines peuvent être mal à l'aise, d'autres, voilà, d'autres ça leur fait, ni chaud ni froid parce que voilà, elles savent que ça peut arriver. Mais, voilà, avec le pic d'ocytocine, effectivement, éjection de lait, ce qui est, tout à fait physiologique et naturel. OK. Est-ce que tu peux, nous éclaircir sur, ce qu'est la prolactine et nous expliquer un petit peu, le rôle qu'elle joue Mmh. là-dedans? La prolactine, du coup, c'est l'hormone de la lactation, donc c'est ce qui produit, du coup, le lait. Et donc quand il y a un taux de prolactine élevé, donc à l'allaitement, alors aussi même en postpartum, normalement, qu'on allaite ou pas au tout début, il y a quand même un taux de prolactine, mais qui est constant, du coup, quand on allaite, et donc ce taux de prolactine est élevé. Et quand Ouais, il y a un taux de prolactine élevé, ça joue justement sur l'intérêt sexuel, où généralement il y a une baisse, d'intérêt sexuel. Après, il faut savoir aussi que quand on allaite, il y a ce contact peau à peau qu'on a déjà avec, le bébé constamment, et donc on ouais. ne recherche pas forcément un contact peau à peau avec le ou la partenaire parce que, Mmh. on en a déjà toute la journée, donc on a notre réservoir d'ocytocine qui est plein. Ouais, Et c'est ce qui peut jouer aussi sur, la libido et l'envie d'être en relation avec le ou la partenaire. ouais. On n'a pas le même, besoin d'intimité, de voilà quoi. Ouais, Je et on voit comprends. du coup la différence aussi, avec là le coparent, qui s'occupe du bébé, qui a beaucoup de peau à peau. On peut voir qu'effectivement du coup il y a moins de pression, il y a moins aussi ce besoin d'être en rapport intime aussi avec l'autre parce que, et son réservoir d'ocytocine est aussi rempli. Ah d'accord, mais ça c'est hyper intéressant. Ouais, Parce qu'on veut toujours un côté comme l'autre, un côté plus que l'autre et là donc du coup le fait que ouais, le et papa, ou la maman, s'occupe, aussi du bébé, ça fait aussi baisser, ouais. Donc avant, cette on disait, c'est parce que, c'est une femme, enfin, c'est une mère et c'est comme ça. Mais en fait, ça a rien à voir avec que ce soit une mère ou un père, c'est juste d'avoir ce pot à pot et cet investissement auprès de l'enfant qui va influencer aussi, du coup, sa manière d'être, en fait. c'est super intéressant et du coup, une fois qu'on a, j'imagine que le postpartum, les changements physiologiques, les changements psychologiques et cetera, dans lesquels on va aller un peu plus en détail tout à l'heure, ont fait qu'il y a une baisse aussi de plaisir. Comment on fait pour reconnecter un petit peu avec ce plaisir-là? Est-ce qu'il est forcément différent d'avant? Parce que j'imagine qu'on peut se retrouver dans des situations où juste on a peur, Mmh. de plus ressentir le plaisir sexuel comme il nous plaisait, Ouais, la avant peur, ça, vraiment de grossesse. la peur, c'est un grand truc. Alors déjà par rapport au plaisir, hein, pas forcément, hein, il peut et voilà, pas forcément. On va avoir tendance à dire qu'effectivement le plaisir peut impacter, mais pour certaines personnes, non, au contraire, des fois certaines personnes, elles sont même encore plus à l'aise avec leur corps. Elles ont eu une connexion par rapport à l'accouchement qui leur a donné confiance en elles, et elles découvrent des sensations qu'elles ne découvrent oui, qu'effectivement, qui étaient différentes d'avant, mais en termes positifs. Là, tu parlais effectivement de celles qui ont peur, et la peur, je pense que c'est ce qui impacte bien plus que juste d'avoir accouché, sur le fait de ressentir du plaisir. Oui, Parce que si on a peur, si on appréhende, effectivement, il y a cette tension dans le corps, mais surtout, on n'est pas forcément dans le moment présent, on se pose 10 000 questions, on est dans le mental, et donc forcément, on ressent moins, parce qu'on n'est pas connecté à ces sensations. Donc oui, des fois, ça peut être ça aussi, ça peut être travailler sur cet aspect un peu psychologique de la peur, l'appréhension, et cetera. Après, en termes de, je n'ai pas peur, mais effectivement, il y a des sensations un petit peu différentes, ça peut arriver. Surtout en plus, quand il y a eu un accouchement par voie basse, il y a besoin de temps aussi, pour le périnée à se remettre en place. Alors souvent, on va dire pour une sexualité avec pénétration, on attend la rééducation, enfin le feu vert, hein, de la sage-femme ou de la kiné, en rééducation périnéale, et que ça peut prendre du temps aussi à se retonifier, que les sensations peuvent être différentes, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont, moins bien non plus. mmh, Et puis, il y a certaines personnes qui, post-accouchement, des positions qui leur faisaient mal avant ne leur font plus forcément mal aussi après. d'accord. Et vice Ça versa, ça peut arriver aussi. OK et est-ce que aussi dans cette idée de plaisir, il y a aussi une notion d'attente en disant, «Ah,
ma partenaire, on a attendu ça depuis tellement longtemps. Et là, ça y est, je suis plus enceinte. Et là, c'est bon, il y a un peu de temps qui s'est passé. Et ça va être trop bien. Et du coup, presque quand tu es en plein rapport, tu peux te dire, ah là là, c'est bon, ça va être trop bien, ça monte, ça monte. Et du coup, le fait de se dire ça, Mmh. juste ça, c'est un bloqueur parfait, quoi. Ouais, en bloqueur ou même ça donne des attentes, hein, mais comme tout, hein, qu'on ait attendu longtemps ou pas ou juste d'avoir cette attente, bah, ça met un curseur et souvent on est quand même déçu par rapport à nos attentes, à nos fantasmes aussi. Et puis aussi sur le fait que ça fait un moment, on attend et cetera, surtout s'il y a eu une coupure, bah, des fois, c'est OK que ça reprenne un peu de temps aussi pour se sentir plus à Mmh. l'aise, pour revenir, d'être en fait juste un peu plus sync, les 2 parce que, bah, il y a eu cette petite coupure et il y avait autre chose sur lequel je voulais rebondir. Quand tu dis sync, c'est synchronisé? Synchroniser, ouais. Je Peut-être, fais la traduction, Camille français, voilà, couramment. merci, Tienne. Donc c'est OK aussi si au début parce qu'il y a certaines personnes qui disent: «Oui, voilà, on attendait ça, ça faisait des mois qu'on l'avait pas fait, puis en fait, on était complètement gauche ou on n'a pas eu de plaisir, ou on savait plus trop faire, on était comme 2 étrangers». Ça va les bloquer, Oui. alors que c'est quelque chose c'est normal, en fait. S'il y a eu, du temps, bah, voilà, mais il suffit d'un mois où on n'a pas de rapport intime, pas de contact physique et là, je parle pas que de pénétration. Bah, des fois, voilà, il faut un peu de temps pour se remettre un peu dans le bain et d'être OK avec ça. Si on est OK avec ça, généralement, ça se remet fluidement. Si on se dit: «Merde, oh là là, je panique, j'ai peur que ce ne soit plus jamais comme avant, on est devenus des étrangers», on dramatise la situation. Ouais. Bah, là, effectivement, il va y avoir un effet boule de neige de conséquences par rapport à la sexualité aussi. Mmh. OK, je vois ce que tu veux dire. Mais au final, est-ce qu'on peut presque pas prendre ça comme, une opportunité ou comme un jeu? Un petit peu comme on retrouve les premières sensations de début et cetera. Au final, ça peut être amusant et ça peut être très excitant, je pense. Mais tellement! Bah, moi, c'est ce que je dis dans le livre, je dis: «C'est un tremplin, en fait, c'est de l'opportunité» et le couple, de toute façon, ne doit jamais se figer dans sa sexualité, il doit toujours être flexible et du coup, grossesse, accouchement demandent de la flexibilité, donc c'est le tremplin parfait et ça montre justement, tiens, est-ce que le couple peut s'adapter, peut être flexible ou au contraire, est-ce que le couple est figé et a du mal à s'adapter au changement? Et Ouais. souvent, c'est souvent pour ça, en fait, hein. A du mal à s'adapter au changement, à être flexible, à repenser sa sexualité parce que du coup, c'est faut repenser tout ça. Mais c'est positif de repenser sa sexualité et ça doit être fait, en fait, alors au quotidien, il y en a qui vont me dire: «J'exagère», mais régulièrement. Bon, tous les mois, on fait un point, on parle de la Ah beh, sexualité, oui, ça va évoluer. Je je sais que valide. toi, c'est Ah, ton c'est c'est ça. OK. Donc du coup, si on devait faire un récapitulatif, des choses à mettre en place pour reprendre une sexualité après une longue coupure. Alors ça franchement, ça peut être utile après, une grossesse, mais aussi relation à distance, séparation et cetera. Est-ce que tu as des petits tips pour nous? Ah, donc pour remettre, tu disais pour être à l'aise, c'est ça? En fait, pour retrouver du plaisir après une longue coupure, Mmh, est-ce que c'est une question de se reconnecter à son corps? Est-ce que ouais, c'est, avec, la personne avec qui on le fait? ouais. C'est quoi le tu as des petites astuces ou pas? Bah, déjà, je dirais d'être OK avec le fait que ça peut être un peu gauche, un peu maladroit au début. Mmh Déjà, mh. si on est OK avec ça, on part déjà sur de bonnes choses. 2, de communiquer, avec son ou sa partenaire, là-dessus justement sur, bah, les envies, même peut-être les appréhensions. Ça fait un moment, je ne sais pas comment ça va se passer et que l'un et l'autre puissent en discuter, normaliser la chose et puis 3 de revenir du coup quand on est à 2 du coup de revenir vraiment dans les sensations et de: «Tiens, qu'est-ce qui se passe là dans mon corps comme sensation quand on se touche? De quoi j'ai envie? De quelle manière j'ai envie?» et peut-être même au début d'enlever même la pénétration pour les couples qui ont l'habitude d'avoir une sexualité pénétrative, peut-être le premier rapport de se dire: «On a un rapport sans pénétration, on fait tout sauf la pénétration», ce qui enlève déjà pour la plupart des couples des fois une pression et on Ouais, réexplore la sensorialité, la sensualité, on prend le temps de se caresser, de se toucher, de se connecter l'un à l'autre parce que souvent on va foncer trop vite vers déjà une sexualité, puis en plus une sexualité pénétrative, alors qu'il y a eu cette déconnexion quand même physique de quelques mois, de quelques semaines. Donc c'est comme dire au couple, enfin à 2 cordes, hop, de se rencontrer et que tout doit matcher et être sync et avoir de la fusion, de la connexion et tout ça, alors qu'on n'a pas forcément pris le temps. mais ça, c'est vrai que c'est une question de perception et sans doute un peu une question d'ego
Quand par exemple, on n'a pas fait quelque chose depuis hyper longtemps, bon, oui, le vélo, ça s'oublie pas, on sait, mais au Ça marche final, que pour le vélo. ça marche que pour le vélo. Mais Je sais c'est pas. vrai qu'on se dit, ah, mais attends, moi je suis hyper forte, j'ai fait, je sais pas moi, du cheval pendant des années. Si on n'a pas monté pendant des années et qu'on nous remet dessus, bah, allez, vas-y, Ouais, sois aussi plus vite qu'avant. ouais. Et ça, c'est un peu un truc d'ego. Non, mais attends, on est ensemble depuis des années, mais il n'y a Bah, même c'est pas la de... croyance que ça doit être inné, Oui, fluide, etc. Je fais pareil, je fais souvent la comparaison avec, bah voilà, conduire une voiture. Vous avez beau, ça fait 10 ans que vous conduisez une voiture, mais si pendant un an vous n'avez pas conduit une voiture, on vous remet en plein centre-ville avec une voiture, vous n'aurez pas le même automatisme, en tout cas pas la première fois. Et ben, ouais. c'est pareil dans la sexualité. Pas la première fois, pas les premières fois, quoi. Et se dire, c'est OK d'être doux avec soi-même et de se dire, OK, il faut se remettre dans le bain, dans le mood et y aller progressivement aussi. Donc, de pas s'auto-flageller, et surtout parce qu'on pense que ça doit être naturel, fluide, et que si on s'aime, ça doit waouh, être passionné, on se jette l'un sur l'autre et on sait ce qu'on veut, quoi. Mm. Ok, ben ça vraiment, ça fait partie des attentes et des croyances qu'on a et qui sont plus bloquantes qu'autre chose au final, Ouais. au bout du Bah, fil. qui fige, du coup, encore une fois. Et qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de soi-même? Parce que je sais que dans ton livre, il y a un super exercice. Et du coup, j'ai envie qu'on spoile les gens, si tu es d'accord. Ouais. Si tu veux le raconter un peu, je pense que c'est un exercice qui est hyper bien et qui permet vraiment de se reconnecter à soi. Je te laisse la suite. Tu parles sûrement de la Queen Shower? Absolument. Ça, c'est celui dont tout le monde me parle, hein, à chaque fois cet exercice, comme je dis, je crois que c'est l'exercice phare, c'est celui, enfin tout le monde me retient quoi, c'est le premier Bah, truc. le nom est hyper, hyper. Je me suis dit, Il est la Queen, puissant. mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle va m'inventer? Et en fait, c'est simple et je pense que c'est hyper efficace. C'est Donc, ça, c'est qu'on simple, soit ouais, enceinte ou pas, ou postpartum ou pas. tellement. C'est simple et en même temps, ça demande de la répétition, ça demande un certain rituel, mais c'est très puissant. De la pleine Heu, conscience. quoi? De la pleine conscience. Voilà, c'est un outil de pleine conscience et la pleine conscience, c'est quand on utilise, tous ses sens ou en tout cas qu'on est à l'écoute, de ses sens et donc pour ça, ça demande d'être ancré, mais ça demande aussi de ralentir, de vraiment mettre une attention. Et la Queen Shower, donc shower douche, ça c'est un exercice que je donne du coup, bah, quand c'est la douche. Et là, pourquoi la douche? Parce que bah, en postpartum, voilà, on n'a pas beaucoup de temps, etc. Même des fois de prendre la douche, ça peut être compliqué, mais c'est quand même un moment où on se dit c'est quand même essentiel et donc au moins ça, elles le font quand même plus régulièrement que peut-être s'explorer, etc. Donc sous la douche, en fait, bah, souvent on se savonne, hein, quoi, on fait rapidement, on se savonne, et cetera. Et là, l'idée, c'est de ralentir vraiment, de mettre de l'attention sur le savon qu'on est en train de mettre sur sa peau et d'être à l'écoute justement de la texture de sa peau, de la forme aussi de sa peau, donc du corps, de vraiment s'attarder aussi même sur les zones qui peuvent être, où on a tendance à avoir des complexes sur certaines zones et donc on met une mise à distance. Mais là, vraiment de venir toucher, malaxer ces zones-là. Et de vraiment prêter attention, donc du coup, quand on met le savon, quand ensuite on se douche, de la température de l'eau sur sa peau. Est-ce qu'il y a des zones qui sont où on ressent plus la chaleur que d'autres? Vraiment d'être en fait à l'écoute, de toutes ces sensations-là. Et puis qu'à la suite, à la fin, quand on sort de la douche, bah, on fasse la même chose, quand on met sa crème ou son huile, bah, faire la même chose quand on applique sur son corps et même pour certaines personnes, là, c'est pas forcément dans la cool shower, mais je rajoute pour certaines personnes, c'est d'avoir des mantras aussi quand c'est vraiment difficile de se toucher son corps ou de ne pas avoir, des jugements négatifs par rapport à son corps, d'y ajouter, des mantras, des affirmations positives. Tu as des exemples de mantras? Alors ça va dépendre des personnes. Souvent en séance, on prend le temps de développer des mantras personnalisés pour les personnes, mais ça peut être, «Je suis belle», «Je m'accepte, comme je suis douce avec moi-même», «Je prends du temps pour moi et c'est OK». Et des trucs comme ça qu'on se répète, surtout à des moments où on se dit: «Ah mais là j'ai pas le temps» ou enfin voilà, on culpabilise, on se dit: «Mais qu'est-ce que je suis moche» ou «Je me sens mal» et tout. On court-circuite avec des mantras. Ouais. Mais c'est vrai, au final, on se sent, enfin, on a quand même un cerveau, qui est extraordinaire, mais il a aussi des, entre guillemets, «faiblesses» qu'on peut utiliser. On peut le court-circuiter assez facilement. On apprend facilement. Après ça dépend bien sûr de Ouais. chacune des personnes, mais je veux dire, c'est ce genre de choses, se le répéter pour y croire soi-même,
ça fait quelque chose dans notre cerveau, on plante des graines qu'on va en fait récupérer plus tard, alors qu'on se dit, que je me dise, oui, je suis belle dans le miroir, ça va rien changer du tout. Mais franchement, Ça plus vous êtes change. sceptique, plus je vous invite à essayer. Mmh. Mais la preuve, en fait, on voit la puissance de quand on se dit des choses négatives, à quel point ça nous Oui, impacte. Donc, le positif, c'est la même chose. Ça demande un peu plus d'effort, oui, effectivement, pour certaines personnes, de se dire des choses positives parce que, bah, pareil, on a eu l'habitude de s'auto-flageller ou parce que, voilà, il y a encore la représentation des corps normés, sexués dans la société. Mais c'est ce que je leur dis, essayez, vous verrez. Et jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, ça fonctionne. puis c'est pas spécifiquement une question d'égocentrisme, c'est surtout une question de bien-être en fait. Ouais, et de s'apporter de l'amour aussi, tu vois? Je pense que c'est ça. Mmh, c'est important. Oui. OK, merci. Donc du coup, alors on a un petit peu répondu à ça dans la question d'avant, mais je vais quand même la reposer, en seule parce qu'elle est importante, elle a été beaucoup, beaucoup posée. Ouais. Idem, il y a une pression sur le temps. Après l'accouchement, quand est-ce qu'on peut faire l'amour sans danger, sans douleur et quel est le délai pour reprendre la pénétration? Ouais. Alors sans danger et sans douleur, ça c'est 2 choses, différentes. Sans danger déjà, bah, on peut reprendre les rapports intimes, quand vous en avez envie. C'est-à-dire que là, je parle de rapports intimes, qu'est-ce qu'on y met, quoi? Les caresses, les baisers, ça vous pouvez reprendre. Alors après, quand on parle de pénétration, souvent déjà, on va dire, bah, voilà, faut laisser le temps, au corps de se remettre un petit peu en place, surtout quand il y a des cicatrices, bah, d'épisiotomie ou de, césarienne. C'est clair qu'il faut attendre que le corps cicatrise, il en a quand même besoin. Par rapport à la pénétration aussi, si on pense à une sexualité pénétrative, c'est déjà de se dire: «Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que je suis prête? Est-ce qu'on en a discuté au sein de ma relation si on est dans un couple hétérosexuel? Est-ce qu'on a une contraception adaptée?» Ça, on n'y pense pas forcément non plus tout le temps. Mmh mh. Quoique quand même, c'est un point, on va dire, dans la sexualité, le seul point qui est abordé dans la sexualité par une majorité des professionnels de la santé, c'est quand même la contraception. Donc c'est quand même abordé. Et puis souvent, on va dire aussi d'attendre la fin des lochies qui sont, bah, les segments, post-accouchement, qui permettent à l'utérus de se remettre en place, qui peuvent prendre 2 à 4 semaines selon les personnes. Attendre la fin des lochies parce que là, il peut y avoir un risque d'infection. Mais pareil, si vous avez envie d'avoir des rapports sexuels avec pénétration, vous pouvez en avoir, mais alors il faut mettre des préservatifs pour éviter, des infections. OK. En gros, voilà, mais le plus important, c'est d'en avoir envie, d'avoir communiqué ça dans le couple et de voir aussi, bah, tiens, repenser aussi, tiens, de quelle manière, on a envie, d'avoir, cette sexualité et sans douleur, bah, déjà tout ce qu'on a dit avant, ça rentre, ça aide aussi dans le sans douleur. Mais le sans douleur, ça va aussi dépendre souvent, un des impacts, hem, ça peut être l'épisiotomie, mais pas forcément, mais c'est souvent plutôt l'appréhension, la peur d'avoir mal qui fait qu'on a mal. Ouais. Mais C'est un petit peu comme le vaginisme. ouais, ouais, D'ailleurs, ça peut créer du vaginisme. ça peut créer, bah, des dyspareunies et ça peut créer du vaginisme, mais des fois parce qu'en amont, il y a pas eu aussi cette préparation de, bah, déjà, est-ce que j'en ai envie? Est-ce qu'on a discuté au sein de la relation? Est-ce que j'ai des appréhensions de tomber enceinte? Enfin, est-ce que l'épisiotomie, est-ce qu'elle est encore douloureuse? Normalement, elle ne doit pas être douloureuse. Donc pareil, en parler avec une kiné ou une sage-femme pour qu'on puisse faire, un remaniement des tissus pour, redonner un petit peu de souplesse. Donc voilà, il y a des choses possibles, mais surtout ne pas rester seul avec la douleur parce que des fois, on se dit: «Bah, ça y est, ça sera comme ça pour tout le temps» et en fait, il y a encore des choses possibles. Mmh. Beh, c'est vrai qu'après un accouchement et on le voit dans de nombreux témoignages, de femmes, qui accouchent, qui expliquent que pendant tout l'accouchement, elles ont un suivi, une attention toute Mmh. particulière et qu'une fois que l'accouchement est là, on s'occupe plus que du bébé, parce que ça y est, le bébé, il est hors d'elle et donc du coup, elle peut se sentir un petit peu laissée tomber. Donc bien sûr, ça dépend encore une fois des, professionnels qui la suivent, mais il faut pas hésiter à prendre du temps, et à se garder, hiérarchiquement parlant, Mmh. de l'espace pour soi, pour se reconstruire tranquillement, pour se remettre de ça. Le corps, il a quand même vécu un événement assez traumatisant, mine de rien. C'est Ouais. naturel, mais c'est pas anodin. Il a besoin de temps, quoi. Mmh. Il a besoin de temps, tout simplement et nous qui sommes habitués à tout faire, tout feu, tout flamme et il faut que tout aille très, très vite,
c'est le moment de se calmer, quoi. De s'écouter, en fait, c'est le moment juste de s'écouter. De de s'écouter, d'en discuter et de ce que tu disais par rapport effectivement pendant la grossesse, il y a même trop presque, peut-être trop de rendez-vous, Ouais. médical, puis soudainement en postpartum, il y a plus rien. Il y avait une maman, d'ailleurs j'ai relaté son témoignage dans le livre, qui faisait la métaphore de, bah, en fait, quand j'étais enceinte, j'étais comme, un bonbon avec son emballage et cetera et puis en postpartum, on a enlevé l'emballage, on l'a acheté. Donc moi, j'étais l'emballage, on l'a acheté et puis mon bébé, c'est le bonbon, on s'en occupe. Mais moi, on me jette, quoi. C'est vraiment Oh, cette c'est trop bien sensation-là. comme métaphore. Ouais. Mmh. OK, Donc je il y a comprends. besoin on a besoin de remettre du care dans le postpartum et j'ai de l'espoir enfin, il y a des choses qui se mettent quand même en place. Oui, Lentement, mais ça se met en place et donc j'ai de l'espoir dans ça, mais il faut remettre du care dans le postpartum, ouais. oui, je suis d'accord avec toi, Camille. Good, c'est bien. D'ailleurs, dans la sexualité postpartum, on a mentionné plusieurs fois la sexualité non pénétrative. Est-ce que tu as des astuces, que ce soit dans la pratique ou dans l'introduction de la sexualité pénétrative auprès de soi-même, mais aussi, d'un ou d'une partenaire? Je pense notamment beaucoup plus aux, couples hétéros. Ouais. La sexualité non pénétrative, c'est quand même quelque chose, qui disrupte un petit peu. Mmh. C'est quoi Disrupt, toi c'est tes anglais ça, hein? oui pardon, qui Un petit innove, court-circuit. change un peu et du coup voilà, je voudrais avoir tes astuces pour introduire une sexualité non pénétrative Mmh. dans un couple. Eh bien, souvent, du coup, ce que je vais leur conseiller, c'est de lire le livre de Martin Page, Au-delà de la pénétration, qui permet déjà d'avoir une première approche. En fait, plus ils vont entendre parler de ça, plus ça va être intégré. Donc, l'entendre de la sexologue, de le lire au travers des livres, de l'écouter au travers des podcasts. Donc, il y a tout ce cheminement-là. Mmh mh. Déjà, c'est une chose. Ensuite, bah, on parlait au sein du couple, hein, je me répète. Des fois, on a cette croyance que l'homme va pas forcément être pour la pénétration et j'ai plein de couples où c'est l'homme qui dit: «Mais moi, ça fait déjà un moment que je lui dis: "Mais oui, on peut avoir une sexualité sans pénétration"». Elle veut pas et les femmes qui disent: «Oui, il me le dit, mais je sais pas, je pense pas qu'il peut avoir du plaisir sans pénétration et donc il faut qu'on passe par là». Donc il y a de la déconstruction aussi à faire, de l'information là-dessus, donc c'est accompagné, au rythme évidemment de chacun et du couple et ensuite qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place? Bah, avec des lectures aussi, de voir tiens qu'est-ce qu'on pourrait, des lectures ou même simplement je dirais, bah, de quoi on a envie en fait si on enlève la pénétration, qu'est-ce qu'on aurait envie d'explorer? Et pour certaines personnes, bah, c'est j'aimerais qu'on prenne plus le temps ou même j'aimerais qu'en fait, on ne touche même pas mon sexe, mais qu'on me caresse de partout sauf le sexe. J'ai envie d'explorer ça. Pour les hommes, par contre, là, c'est des fois un peu plus difficile. Ils sont plutôt tendance à dire: «Oui, moi, je veux faire pour la femme», mais par rapport à eux, ils sont plutôt: «Bon, bah, ça dépend, je sais pas trop», donc eux Ouais. aussi ont un travail à faire sur ça aussi, d'explorer, tiens, qu'est-ce qui pourrait leur donner envie aussi? Bah, Je sais pas si ça a répondu à toutes, si ça a donné des pistes. oui, après, je trouve que c'est intéressant aussi de mobiliser les autres sens pour, se concentrer. Après, c'est encore beaucoup de pleine conscience, Mmh. mais j'ai vu justement un documentaire là-dessus il y a pas très longtemps, je sais plus Sur sur Go Goop, Sex, Goop and oui, oui, Goop. Je trouve que tout n'est pas ultra bon à prendre dans cette série, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont très bien et je trouve qu'en effet, leur approche de jouer avec, l'odorat, le goût, le toucher, la vue, la privation de la vue, tous ces l'ouïe et sens. cetera et de faire on and off avec tous ces sens-là. En fait, je trouve que la sexualité a parfois été assez réduite à, on arrive, Parfois? préliminaire, entre guillemets, dans la majeure partie des cas, mais j'essaie de prendre des pincettes, Camille. Ah oui. Préliminaire pour, lubrifier ou avoir une érection pour avoir une pénétration et tout est autour de ça et une fois que la pénétration est finie, ça s'arrête et du coup, c'est vrai que quand on parle de réinvention sexuelle ou de se découvrir ou d'adapter la sexualité, forcément, si on sort pas de ce modèle-là, ça bloque Ouais. et c'est hyper dommage. Ouais et c'est pour ça qu'avant même de passer à l'action, parce qu'on est encore dans une société où il faut passer tout de suite à l'action, c'est d'avoir cette introspection, de cette réflexion. D'où la Oui, lecture, d'où se renseigner pour déconstruire tout ce qu'on nous a inculqué,
pour être OK avec ça. Et ensuite, une fois qu'on a eu toute cette déconstruction, on peut passer à l'action et se dire: «OK, comment on veut explorer?» Et c'est vrai que souvent aussi, je recommande que les couples puissent faire soit des stages de tantra ou un week-end un petit peu comme ça, où ils vont explorer une première fois, ils vont avoir une première initiation avec ce que c'est. Souvent ça les aide, heu, plutôt que des fois d'être seuls ou même d'avoir des fois des conseils de sexologues, le mettre eux en place. Des fois, ils ont besoin même d'un accompagnement encore plus poussé que Ouais. ça. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'informations sur la question, Ouais, mais que ça reste un petit peu quelque chose où on se dit: «C'est pas pour moi» ouais, et que passer le pas de ça est hyper difficile parce que ouais. justement, tentative de mise en action hyper rapide. Allez, bon, on va essayer la sexualité non pénétrative. Du coup, voilà, chacun fait son affaire de son Ouais. côté et du coup, c'est frustrant, quoi. Et puis parce qu'on se dit: «Ah mais on a essayé, puis ça a pas donné grand-chose ou ça prend trop de temps» et cetera. Parce qu'il y a pas eu toute cette, information des principes. Faut comprendre ce que c'est les Ouais. principes pour être OK avec ça. Donc c'est pour ça, passer tout de suite à l'action, souvent ça ne fonctionne pas. Il faut déjà faire ses recherches, il faut avoir comprendre en fait dans quoi on s'engage. OK, très bien, bah, on est une fois de plus alignés là-dessus. Hem, alors je vais changer de sujet. Je sais pas du tout si toi, tu as des infos ou si c'est ta spécialité, parce que ça prend en compte quand même une autre, dimension. Ouais. Mais on a eu plusieurs questions sur, la sexualité après une fausse couche. Mmh. Est-ce que toi, tu es OK de t'exprimer là-dessus? Ouais. Ouais, donc sexualité après fausse couche, quelle est la question? Est-ce que c'est comment on reprend? Qu'est-ce qui Oui, la question c'était comment reprendre une sexualité après une fausse couche? Ouais. Donc j'imagine qu'il doit y avoir aussi une notion un petit peu de deuil là-dedans, enfin de Bah, encore une fois, ouais, déjà ça va dépendre de chaque personne, comment elle vit, comment elle, hein, la personne vit la chose, mais le couple aussi, vit la chose. À quel moment de la grossesse aussi ça s'est ouais, passé? Parce que ça peut avoir un impact différent comme pas forcément. C'est mmh, l'investissement qu'on y met, hein, que ce soit à 5 semaines, à 20 semaines, il y a un investissement et cetera. Hem, il y a des personnes qui même qui sont parce que tu parlais de deuil, donc faut pas forcément attendre d'avoir fini son deuil pour reprendre des rapports intimes, parce qu'il y a des personnes qui, quelques jours après une fausse couche, ont envie de ce contact intime avec le ou la partenaire, donc c'est important de s'écouter encore une fois, et d'autres qui ont besoin de plus de temps. Déjà parce que des fois, il peut y avoir des douleurs, des fois parce que, bah, le temps déjà de checker avec le professionnel de la santé. Généralement, après une fausse couche, une semaine après, on check que tout soit bien parti et cetera, que tout est OK, et donc là, ça permet de donner, on va dire, le feu vert si vous souhaitez des rapports avec pénétration. Mais en soi, ça reste les mêmes conseils qui ont été donnés jusqu'à présent, quoi. Donc voilà, de s'écouter, de se laisser le temps si on a envie, d'en parler, ça reste les mêmes conseils appliqués à toutes les situations presque. mmh. Ça reste les mêmes conseils et en même temps, c'est pas les mêmes suivis, les mêmes, attentes et les mêmes, désirs, selon les personnes donc Mmh. si Bah, on le suivi, il est très pauvre, hein, un suivi ouais, fausse couche, il existe presque pas, en fait, mais et le ça suivi encore, qu'on c'est félicite, je veux dire. ouais, Hem, mais c'est vrai que je pense que si on ressent ça comme un quelque chose de bloquant, faut pas hésiter encore une fois à consulter et ça, vous pouvez le faire, sur mia.co ou en cabinet, voilà, auprès de spécialistes que vous oui. connaissez. Juste des fois Mais, pour c'est déposer assez pour déposer puisqu'encore une fois, bah, voilà, on a été suivi pendant la grossesse, puis soudainement il y a une fausse couche et puis il y a plus de suivi, et ça peut être aussi un: «OK, là je suis sortie du circuit», et on sent qu'on est sorti du circuit, mais il y a plus personne pour accompagner le deuil, pour accompagner cette phase, pour accompagner le couple. Donc les sexologues, les thérapeutes de couple, ont aussi ce rôle-là, quoi. mmh et je pense que c'est pas mal de le faire même en prévention si on sent que c'est un petit peu bloquant parce que c'est vrai que ça peut être quelque chose qui se cristallise et qui peut se reporter sur après, sur la suite donc Ouais. Oui, voilà. parce que aussi quand il y a une première fausse couche et si après il y a une grossesse, il peut y avoir même inconsciemment cette croyance de: «Mince, si on va avoir des rapports, j'ai peur qu'il y ait peut-être une fausse couche» ou des choses comme ça. Mmh, Ça, on peut le voir, effectivement après aussi. ouais, je suis d'accord. OK, donc fermons la parenthèse, fausse couche. Donc là, j'aimerais bien utiliser les 30 minutes qui nous restent, pour parler surtout de la sexualité, et du couple, Ouais. qui je pense est quelque chose d'hyper important.
parce qu'il y a se remettre entre guillemets avec soi-même et il y a le fait qu'on soit deux. Et c'est vrai que parfois il y a tendance à dire de toute façon, il faut s'écouter soi et c'est soi le plus important. Mais c'est vrai qu'au final, s'écouter soi, c'est aussi avoir envie de faire plaisir à l'autre personne avec qui on partage sa vie, etc. Et il faut le prendre en compte. Donc du coup, j'ouvre cette catégorie de Vas-y. questions-là. Comment gérer, par exemple, une jalousie du deuxième parent si elle existe? Mmh. Donc une jalousie du deuxième parent vis-à-vis de quoi? De la relation, enfant, l'enfant avec, l'autre parent, c'est ça? Mmh. Oui, par exemple, donc du coup, je suis devenue mère, j'ai beaucoup d'attention, qui se porte vers mon enfant Mmh. et du coup, surtout dans les couples hétéros aussi, j'ai moins d'attention pour mon partenaire. Il se sent un peu jaloux, même si lui aussi est impliqué ou en tout cas qu'il a plus sa place auprès de moi, ça crée une jalousie, ça crée en tout cas, un manque d'attention. Comment, on gère ça ensemble? Ouais. Bah, déjà, je poserais la question à celui qui sent la jalousie, en fait. Qu'est-ce qui déjà, ce que je dis souvent, c'est déjà, il est jaloux vis-à-vis de l'enfant par rapport à voilà, il est jaloux de l'enfant parce que l'enfant a toute l'attention, de la femme ou il est jaloux vis-à-vis de la femme par rapport à, bah, il aimerait avoir cette relation avec l'enfant, mais il ne l'a pas? Parce que des fois, Mmh. ça peut être aussi un peu ambigu. Souvent, on va dire ce qu'on va voir, c'est qu'il est jaloux vis-à-vis de l'enfant et de l'attention qui lui est enfin, il aimerait avoir cette même attention, de sa femme. Bon, ce n'est pas un enfant, donc il n'aura pas la même attention, mais dans le sens où il a envie d'être connecté. En fait, l'envie derrière, c'est d'être connecté à sa femme ou d'avoir de l'attention ou de passer des moments qualitatifs avec elle, chose qu'il a moins ou plus parce qu'il y a l'enfant. La question à se poser, c'est déjà, bah, vis-à-vis de l'organisation aussi, comment ça se passe? Parce qu'effectivement, si c'est la mère qui s'occupe, principalement de l'enfant et qui doit se charger de tout, qui a cette charge mentale, bah, oui, après elle est moins disposée à avoir des moments qualitatifs avec le partenaire aussi. Donc Ouais. voilà, il y a pas mal de questions à se poser là-dessus aussi, avoir des réflexions. Bon, imaginons dans le sens où, on va dire que c'est assez équilibré, il y a un petit peu cette jalousie, c'est, bah, d'en discuter au sein de la relation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a envie, en fait? Qu'est-ce que ça vient traduire? Et si c'est, par exemple, bah, j'ai envie de passer plus de temps, qualitatif avec toi, bah, OK, comment on peut mettre ça en place? En fait, souvent, ça va être plutôt en termes déjà d'arrêter les non-dits, déjà, de pouvoir mettre les choses clairement et ensuite une question d'organisation, comment on met les choses en place? Mmh. Après, des fois, l'envie n'est peut-être pas réciproque des 2 côtés, au même moment. Oui, c'est ça. Et du coup, j'enchaîne sur, ce qui peut se passer, c'est que, ça c'était une doula qui m'expliquait ça, que la femme, la mère a un peu 3 phases, en postpartum. Il y a la première phase où elle est focus sur le bébé. Il y a même, voilà, les études, neuroscientifiques ont montré que le cerveau est en diapason, le cerveau de la mère est en diapason pour vraiment répondre aux besoins de l'enfant, donc elle est focus sur le bébé. Donc à cette période-là, s'il y a de la jalousie, elle ira pas, elle pourra pas. Elle sera focus sur le bébé. Puis il y a une deuxième phase et pareil, ces phases-là, il y a pas de temporalité parce que ça va dépendre de chacune des personnes. Il y a une deuxième phase où c'est la phase d'elle, elle a un moment, focus sur elle. Généralement, ça peut être quand elle reprend le boulot, quand elle reprend ses activités, quand elle se décentre un petit peu de l'enfant et elle se centre sur elle. Mais on va voir que souvent cette phase-là, elle va pas exister pour certaines et donc là, voilà. Et troisième phase, donc chaque phase est importante. Mais des fois, si on manque la deuxième phase, on ne peut pas avoir aussi la troisième phase qui est c'est le moment de, la rencontre avec l'autre. On est prêt, prête à rencontrer l'autre. Et donc c'est important aussi de savoir toutes ces phases-là, d'en savoir dans quoi on est et de les comprendre et de ne pas en sauter une parce que, par exemple, souvent ce que je vais voir, c'est qu'il y a de la difficulté à rencontrer le ou la partenaire, mais parce que aussi, bah, j'ai pas pris le temps pour moi, de me reconnecter à moi, à mon corps, à mes sensations, à ce que j'ai envie et moi, quoi, juste penser à moi. Mmh. Donc je ne peux pas penser à l'autre si je n'ai pas pensé à moi. Ouais. Il y a une question, de encore une fois laisser le temps au temps, quoi. Autant d'un côté que de l'autre et d'être, Autant et encore, on pourrait laisser le temps, que tu veux, mais si on n'a pas pris ce temps pour soi, on pourra laisser défiler le temps, il y a pas grand-chose qui se passera et c'est ce qu'on voit, en fait, dans les couples et on les voit après, saison après, en consultation parce qu'il s'est pas passé grand-chose. non. Donc il y a le temps au temps, mais il y a aussi la connaissance par rapport à ce qui se passe et aussi de se dire: «OK, quelles sont mes envies, mes priorités?» Se poser ces questions-là, chose qui souvent passe un petit peu à la trappe parce que c'est d'abord les besoins de l'enfant, priorité sur l'enfant.
Ok. Donc, du coup, l'importance de prendre soin de soi pour pouvoir ensuite prendre soin de l'autre. C'est un peu le fameux masque à Masque oxygène, oxygène quoi. qu'on répète tout le temps. Ouais, voilà, c'est la meilleure métaphore. Donc, quand on est dans l'avion, il y a 2 masques à oxygène. Si on nous dit toujours mettez le vôtre avant de mettre celui d'à côté de vous, parce que si vous mettez pas le vôtre, vous pourrez pas faire Ouais. celui Donc à même si côté. on se dit mince, c'est l'enfant d'abord, je vais lui mettre tout de suite son masque à oxygène. Bon bah vous, en attendant, vous allez pas avoir votre masque à oxygène et probablement mourir et pas pouvoir vous occuper de l'enfant. Bon, c'est un peu dramatique Même là, mais après, quoi. ouais. Peut-être que dans l'avion, ça se passerait bien, mais après, Mm. ok. Très On va dramatique tout ça. arrêter cette métaphore. Ok. Bah, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que je pense que ça peut être une angoisse. Il y a pas mal d'hommes aussi qui ont peur de ça et je pense qu'ils n'en parlent pas forcément en disant, voilà, là on a des câlins, des bisous, on a du temps ensemble, etc. Et au final, quand l'enfant sera là, bah, tout ce temps que lui va prendre, je n'aurai pas pour moi et Mm. c'est un peu la panique, quoi. Ouais, ouais, et du coup, bah, la panique, ça s'organise du coup en fait. Souvent c'est parce qu'on n'y voit pas clair, on sait pas trop et ces appréhensions-là, on les communique pas forcément à l'autre non plus, donc on peut pas s'organiser. Bah, versus les couples qui ont peut-être cette appréhension-là et qui se disent bon, notre couple est important, moi j'ai peur qu'après tu sois que sur l'enfant, etc. Bah ouais, moi aussi j'ai cette appréhension-là. Bon, qu'est-ce qu'on peut mettre en amont pour s'assurer, même si encore une fois il y a de la flexibilité, mais pour s'assurer qu'au moins notre couple est en priorité, entre guillemets, que c'est important pour nous. Mm. Et il y a plein de choses possibles à mettre en place, quoi. Et là, c'est vrai qu'on peut peut-être aussi casser un petit peu le mythe de la spontanéité, qu'il faut Oui. absolument de la sexualité uniquement spontanée, parce qu'au final, quand on laisse la spontanéité faire, la spontanéité sans le temps, Mhm. elle a beaucoup moins de valeur, quoi. Ouais, il se passe pas grand-chose. Donc, on planifie, on s'organise. De toute façon, ça fonctionne comme ça aussi. Ça fonctionne comme ça et c'est ce qui permet aussi de la spontanéité. C'est ce que je dis, en fait, de planifier, ça permet de créer de la spontanéité. Ça ne la détruit pas, ça la crée. Donc, c'est positif de planifier. C'est pas, entre guillemets, casse ambiance de planifier des rapports sexuels. Alors là, j'ai pas forcément dit planifier des rapports sexuels. J'ai dit de planifier des moments de qualité, de montrer, de mettre de l'attention dans son couple et de montrer que c'est important. Après, on peut aussi planifier des moments où on est dans des contacts physiques, des rapports physiques intimes, et c'est pas forcément ça casse pas forcément l'ambiance, en fait. On croit que ça casse. Moi, je trouve que ça anticipe le moment et ça permet de faire monter l'excitation. De se dire: «Bah, vendredi soir, on a prévu un moment ensemble, chouette, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qu'on pourra explorer? Tiens, j'ai entendu, dans ce podcast, je sais pas, cette pratique-là, ça me donnera envie d'explorer. Bah, vendredi, je sais qu'on a ce moment-là ensemble, je vais lui en parler». Ok. Ça dépend aussi si on est déjà dans une démarche où on est dans quelque chose de fixe, de routinier, de remplan-plan qui n'est pas du tout excitant, ou au contraire, on a cette flexibilité-là et qu'on peut, apporter des choses. C'est sûr. D'accord, bon, c'est bon à savoir. Je pense que ça fait partie des petites graines à planter Ouais. pour la suite. Mmh. Ok, ben, merci beaucoup pour ces réponses. Ensuite, on en a parlé aussi beaucoup et j'aimerais bien qu'on creuse ce sujet et on a eu pas mal de questions là-dessus. Comment on fait pour trouver l'équilibre entre être mère, être femme, être amoureuse, être amante? Ouais. Est-ce que déjà il y a un équilibre à trouver? Déjà chacun, vous allez le trouver quand ça sera votre moment et au rythme que ça vous va. C'est vrai que maintenant il y en a qui disent l'équilibre, c'est jamais en fait, il y a toujours un moment où en fait on perd un petit peu cet équilibre, enfin, c'est flexibilité encore une fois. C'est Mhm. d'être OK où il y aura des moments, bah, en fait il y a des phases où on sera peut-être un peu plus mère qu'un peu plus femme. C'est de se dire: «OK, mais c'est une phase, c'est une flexibilité» et qu'il y a une phase où je penserai un peu plus à moi, je serai un petit peu plus femme et pas pour autant moins mère, mais ce rôle-là sera plus important pour moi. Donc voilà, c'est, de se permettre cette flexibilité-là et de se dire: «Il y a des c'est des phases, en fait». Donc voilà, j'ai pas de réponse toute faite par rapport à ça. C'est vraiment, d'être à l'écoute et d'être consciente aussi que
je veux dire équilibre, mais c'est quelque chose en vous à trouver, en fait, à voir ce qui vous convient. Et même cet équilibre-là, il sera jamais le même à travers le temps, c'est ça que tu Non, ouais, expliques? parce qu'on peut se dire cet équilibre, hein, c'est quelque chose qui reste comme ça et en fait, demain, il peut se passer quelque chose qui vient un petit peu mais ça veut pas dire que c'est perdu, c'est juste OK et puis ça va se re voilà. C'est des phases. Moi, je dirais plus, des phases avec des équilibres différents, mais ça veut pas dire que c'est moins bien. Encore une fois, c'est cette flexibilité-là d'arriver à passer d'une phase à une autre qui fait qu'en fait, au final, bah, c'est un couple qui est quand même, bah, qui roule, quoi. Il y a des Ce serait couples qui bien, pouvoir avoir des petites étiquettes en on est dans disant, cette phase. «Voilà, aujourd'hui, je suis plus mère, laisse-moi tranquille. Aujourd'hui, je suis plus femme, j'ai très envie que tu me séduises». Ouais et ça peut être des fois aussi, hein, compliqué, hein, parce que l'autre aussi en face peut être dans des phases différentes. Ouais, Mais c'est vrai que les couples qui s'en sortent le mieux sont ceux aussi qui se disent: «Bah, là, en fait, on sait qu'on est jeunes parents et qu'on est plutôt dans cette phase où on a aussi envie de se focaliser sur notre nouveau rôle de parents et cetera et donc peut-être, le rôle d'amont prendra moins la place, pas plus sa place parce que voilà, mais peut-être un peu moins sa place, mais qu'ensuite on va revenir au rôle d'amont et les enfants seront un peu moins la priorité et c'est aussi OK parce que sur le terme de la relation, au final, ça s'équilibre, tu vois? OK, je vois ce que tu veux dire. Ça a pas l'air en fait, quand on en parle comme ça a l'air simple, mais je Oui, pense que dans la pratique, on doit être bien loin de ça. on peut se tirer les cheveux dans la pratique, mais c'est pour ça, là, c'est encore une fois, on met des graines et cetera et des fois juste de se dire: «C'est une phase, je suis» parce que souvent, hein, on dramatise, on se dit: «Ça y est, c'est coincé, c'est foutu, je serai tout le temps comme ça» et cetera. Des fois, juste de se dire: «C'est une phase», ça permet d'accepter la situation et en fait, d'arriver plus facilement à aussi être dans la flexibilité. Oui. En fait, c'est aussi toute une question d'indulgence Ouais, de la part des 2 parties. des 2 parties. Ouais. Et d'où une fois encore le besoin d'information, de savoir que oui, on va peut-être passer par ces phases-là et qu'en fait c'est OK, c'est normal et qu'en fait la plupart des personnes passent par ces phases-là et cetera. Des fois, ce qui joue, c'est qu'on a cette croyance que tous les couples reprennent des rapports intimes, 6 semaines postpartum, et blablabli, blablabla, ils ont la vie parfaite, ils vont en vacances tout le temps, et tout est clean chez eux et cetera. Ça, c'est des visions faussées souvent. Des visions Instagram. Voilà. OK. Non, mais oui, c'est vrai qu'une fois que enfin, plus on va chercher d'infos, plus on se sensibilise, plus on est au courant, plus on plante les graines tôt, moins ça devient des obstacles, contre lesquels on bute, Ouais. au moment, M. Mmh, ouais, bah, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'ai certaines personnes qui m'ont fait le retour par rapport au livre et même des personnes qui sont mères d'enfants de 30 ans, qui ont lu le livre et qui ont dit, «Mais j'aurais tellement lire ce livre, avoir ces informations-là, au moment où j'en avais le plus besoin parce que ça m'aurait évité des années de souffrance, parce que ça m'aurait permis de prendre conscience de certaines Mmh. choses» et en fait, c'est tout le but, en fait, du livre, c'est de donner ces informations-là pour savoir et pour être rassuré et ça a fait son effet mais voilà, encore des personnes me disent: «J'aurais aimé le lire plus tôt». Ouais. Donc espérons pour les générations, pas les générations futures, mais juste même là, voilà, dans les prochaines années que les personnes soient plus au courant. Est-ce que tu veux en profiter pour, mettre le lien de ton livre dans le chat Ah pour les ouais, personnes qui seraient yes, intéressées? je vais checker ça. Je vous mets le lien en attendant que tu discutes. Bah, en tout cas, si jamais, celles qui sont connectées ont des questions, Ouais, là, on avait reçu quelques questions en privé, mais si jamais vous avez des questions, que vous voulez chatter et cetera, n'hésitez pas à le faire. Il nous reste encore un petit peu de temps. En fait, c'est vrai que, c'est un peu difficile de traiter ce sujet de postpartum en 1 heure et demie parce qu'en même temps, on s'interdit un petit peu d'aller dans le deep, des sujets et en même temps, on essaie de comment dire? De traiter, un maximum de sujets, dans un temps record. Hem, alors c'est pareil, on a encore pas mal, répondu à cette question dans les autres réponses, mais est-ce que tu aurais des tips un peu concrets. Enfin, je sais même pas si on peut demander des tips. On a eu plein de questions qui disent, comment moins avoir la flemme d'avoir des rapports sexuels? Et du coup, dans cette question, tu as un peu la réponse, tu vois? Mais c'est bah, ouais, c'est c'est quoi? comment Tu répondre à arrêté ça? d'avoir la flemme? Non,
Comment moins avoir la Ouais. flemme d'avoir des rapports sexuels après, s'être levé toute Ouais, la nuit, oui, il y a ça aussi. Déjà la fatigue. Souvent, la ce qu'on va dire fatigue? aussi, tant qu'on n'a pas des nuits qui sont, comment on dit? Réparatrices. Donc, tant qu'on n'a pas des bonnes nuits, on arrête de se mettre la pression aussi. Souvent, on va dire ça aussi. Mais la flemme, ça touche même, ceux qui n'ont pas d'enfants ou ceux qui ont des grands-enfants. C'est facile là, d'avoir la flemme. On a tous, déjà vécu des moments comme ça où on a envie, mais on a une grosse flemme et donc c'est pour ça que je dis, il y a une différence aussi entre on peut avoir de la libido, mais jamais initié ou pas initié parce que, ah, ça va demander des efforts ou j'ai pas trop envie de bouger mon corps ou de voilà. Je dirais ce qui est le plus simple, mais du coup, c'est pas évident, mais le plus simple, en fait, c'est d'être déjà dans une certaine dynamique. Ça aide, en fait. Si, on est dans une certaine régularité, ça aide par rapport à cette fainéantise, on va dire ça comme ça. Parce que ce que je remarque, c'est que dès qu'il y a une coupure là-dedans ou que c'est un peu de la disparité, c'est un peu pliche, ploche, pache, on a des rapports intimes comme ça, un peu comme ci par ça, par-ci par-là, souvent la flemme va s'installer, plus facilement. Mmh. Un peu, je sais pas là quel parallèle on pourrait faire, métaphore, hem, moi je sais pas, moi ça me le fait en cuisine par exemple. Plus je cuisine et plus je suis déjà dans cette dynamique et je prépare mes menus et c'est plus facile. Mais dès que par exemple, je l'ai plus fait pendant un moment, bah, c'était dur de m'y remettre, quoi. Ouais. C'est plus une question générale, de en fait, c'est la flemme de tout, quoi. C'est le moment. Alors pas forcément là, c'était pas forcément pour dire c'est la flemme de tout, c'est, dès qu'il y a une coupure dans une manière de fonctionner, bah, ça va demander un peu plus de temps de s'y remettre dedans et donc un peu plus d'efforts et donc oui, si on est fatigué, ça va nous demander encore plus d'énergie alors qu'on a déjà pas d'énergie, donc on a la flemme. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien ce que tu veux C'est dire. comme, aussi souvent ce que je dis, c'est comme, la gym par exemple. Quand on commence, la gym, bon, alors au début on a cette phase de motivation, on est bien motivé, mais Il y a le après sport. ouais, le sport et du coup, il y a ceux qui sont déjà dans cette ce rythme où ils se disent: «Allez, j'y vais, je sais pas, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine», qui sont dans cette régularité, donc ils se posent même plus la question, ils y vont et même si des fois ils sont un peu fatigués, ils savent que ça va leur faire du bien après, ils sont trop bien. Versus, les personnes qui vont, puis ensuite ils vont juste pliche, ploche, ploche. C'est encore plus difficile d'y aller. Coucou, c'est moi. Voilà. Bah, moi, c'est moi aussi. Avant, j'y allais tout le temps. J'étais la personne la plus assidue. C'était trop simple. Il y a eu Covid, plus de sport. Et là, mais j'y arrive pas et je me reconnais pas alors que j'étais tout le temps, j'avais de la facilité avant et j'ai été coupée dans mon élan et maintenant j'ai la flemme. Et c'est la même chose dans la sexualité. Mais après, si on a la flemme, est-ce que c'est pas aussi parce que ça rentre pas dans notre hiérarchie? Oui, et ça peut être aussi, on a la flemme parce que c'est pas forcément aussi plaisant ou bénéfique aussi. Parce que si on n'y voit pas du tout d'avantage, bah, normal qu'on ait pas envie, quoi. C'est sûr. Et après, parfois, alors je sais pas, si vous, ça vous le fait ou si toi, ça te le fait. Des fois, on peut avoir la flemme parce qu'on a l'impression que ça va prendre du temps, de l'effort et qu'il faudra faire ci, ça et nin et penser un peu à la logistique. Ouais. Mais au final, ça peut aussi pas forcément être, un grand moment hyper long où on prend une douche avant, on prend une douche après, nin. Ça peut être quelque chose de Quickie. si on a envie, ça peut être un bon vieux Ouais. quickie. Ça peut être un bon oui, vieux quickie, mais ça, généralement, les couples qui sont déjà là-dedans auront plus de facilité. Par contre, Ouais. pour certaines personnes, le quickie, c'est pas possible. Genre, ne pas se doucher avant le sexe, non, c'est pas possible pour moi. Ou bah moi, j'ai besoin de temps, donc si on fait un quickie, bah ça sera son plaisir à lui, mais moi, je vais pas me retrouver là-dedans, donc j'aurais pas envie. Donc ça peut fonctionner pour certains, mais encore pour d'autres, Mmh. il y a quand même, des limites, tu vois? Donc, en gros, c'est vraiment déjà de comprendre ce qui est important pour nous, la manière dont on fonctionne, ce qu'on a besoin, et de le faire dans la répétition, comme tout. Je parle pas en termes de fréquence vraiment, mais voilà, la répétition, la régularité est quand même importante. Je parle pas forcément pareil quand je dis régularité de rapport avec pénétration, mais la régularité dans les contacts physiques, dans le peau à peau, ça aide. L'intimité, tout simplement. Ouais, et surtout, bah, de savoir qu'en fait, je vais prendre beaucoup de plaisir à avoir un rapport intime, motive à le faire, versus ça va être chiant, ça va être routinier, ça va prendre 10 plombs ou ça va être que son plaisir. Bah, c'est sûr qu'en fait, donc il faut aussi réfléchir à en fait pourquoi j'ai cette flemme. Qu'est-ce qu'elle vient dire? Et peut-être il faut se poser la question, est-ce que c'est de la flemme ou est-ce que c'est juste que j'ai pas envie? Parce que je me dis: «Ouais, j'ai la flemme, mais je sais que je dois le faire». Non, Ah oui, ouais, non. Ouais, là c'est pas différent. besoin, on doit rien. Mmh.
Ouais, et après on peut avoir la flemme en sachant que ça va faire trop du bien, mais on a quand même cette flemme-là et cetera, quoi. Mmh. Et en même temps, ça peut être OK aussi de temps en temps. On peut très bien se nourrir de ça, de ces fantasmes, de dire: «Bah, j'ai envie» et cetera, mais pas forcément passer à l'action et ça doit être OK aussi. Mais voilà, si ça s'inscrit dans la durée, alors là, peut-être, ouais, sauf si le couple est OK avec ça. Mais s'il est pas OK, alors voir, ce qu'on peut faire. OK, très bien. Merci beaucoup. Cette question sur la flemme, je trouve, était intéressante. Ça mérite un grand débat parce que c'est vrai et beaucoup, hein, le disent et nous, en tant que sexo, on peut essayer de motiver, mais on n'est pas enfin, voilà, on est des coachs, on essaye de motiver, mais on n'est quand même pas derrière eux au moment où ils doivent le faire. C'est encore différent d'un coach sportif qui est là derrière, quoi. Oui, bah, de toute façon, je pense que dans toute, thérapie, dans tout changement, le changement doit forcément venir des personnes elles-mêmes. Mmh. Le thérapeute, c'est vraiment un guide, Ouais. mais les changements, ils doivent venir directement des personnes. Mmh. Il y a pas de, je parlais justement avec une amie il y a pas longtemps qui disait: «Oh, je suis allée voir, ce psy pendant, des mois, il a changé ma vie et tout», je non, il a pas changé ta vie du tout. Tu as changé ta vie Mmh. parce que tu as décidé d'aller le voir Et que c'était le et que tu moment. as décidé de faire cette recherche. Ouais. Il t'a juste orienté sur les questions et cetera et c'est pareil avec la sexualité. C'est ça et que c'était le moment aussi pour elle d'avoir ce déclic-là parce qu'on peut très bien aussi elle aurait pu très bien voir le même psy il y a 3 ans, ça aurait pas fait le même effet parce que, il y a voilà, c'était pas le bon moment. Là, je vois aussi en séance certaines personnes où je disais déjà certaines choses, mais ça fait vraiment un déclic qu'après des fois 5, une dizaine de séances, elles disent: «Mais j'ai compris par rapport à la sexualité ça et ça». Je dis: «Ouais, on en parlait déjà dès la première séance, mais c'était le temps que ça fasse son cheminement, qu'il y ait d'autres lectures, d'autres choses qui puissent venir, renforcer ce qui était déjà dit et ce qui était fait, quoi. Mais c'était parce qu'elle était prête et que c'était sa démarche. Mmh. C'était pas par rapport à moi. J'ai juste semé des graines, mais après, elle était prête à un moment à les entendre et à les comprendre. Mais après, c'est vrai que c'est simple de dire, OK, il est responsable de ce succès-là. Ça veut dire que si ça n'avait pas marché, le thérapeute aurait été aussi responsable, entre guillemets, «de l'échec» du fait que ça n'ait pas marché. Mmh, Alors, je pense que ça permet de décharger un petit peu la responsabilité, alors qu'au final, la responsabilité, mine de rien, elle vient quand même de nous, ouais, heu tout à et ça, fait. c'est important de le Ah, c'est le comprendre. premier truc, ouais, en séance, en couple, moi je dis déjà: «Est-ce qu'il y a de la motivation?» parce que enfin, c'est vous qui devez faire le travail, c'est pas moi qui vais être dans la chambre à coucher et cetera, c'est vous. C'est vous qui allez devoir, communiquer, c'est vous qui allez devoir mettre des choses en place. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que voilà, vous allez mettre les efforts ou pas? Mmh. OK, bah, c'est un point qui est hyper intéressant et je pense que ça, Important. ça Mmh. s'applique, vraiment dans tout, quoi. Hem, Très bien, bah, écoute, pour une fois, Camille, nous avons traité quasiment toutes les questions. Je garde bien sûr, la dernière pour faire, un récapitulatif et je OK. pense d'ailleurs qu'on pourra en faire une petite vidéo qu'on mettra sur YouTube. Est-ce que si tu avais, des clés, donc on peut les faire, peut-être, heu, une par une, d'une sexualité épanouie après la grossesse, en postpartum, en faisant un petit peu une synthèse, De tout ce qu'on peut-être, a dit. Ouais. communication, de lien à soi et cetera. Mmh. On récapitule, c'est quoi le mode d'emploi? De s'écouter, déjà, de vraiment s'écouter, de se questionner sur ce qu'on a envie, Mmh mh. de communiquer avec la partenaire, Mmh mh. de même repenser la sexualité ensemble. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire la sexualité, l'intimité, de quelle manière, comment? Avant de se questionner quand on reprend la sexualité, c'est plutôt comment, de quelle manière on va reprendre la sexualité. Avant de reprendre une sexualité pénétrative, est-ce qu'on a aussi tous les 2 envie? Est-ce qu'il y a une contraception adaptée pour les couples hétérosexuels? Est-ce qu'on l'a décidé en commun? Et puis comme on disait, il y a rien forcément de spontané ou de fluide. Des fois, il faut planifier, encore plus en postpartum, encore plus quand il y a des enfants et cetera, ça demande une organisation. Planifier, c'est hot, ça permet de créer de la spontanéité, donc on l'utilise. Et puis, on peut justement vivre une sexualité encore plus riche et épanouie avec tous ces éléments-là d'avant et d'être aussi de savoir qu'on a cette flexibilité, qu'on va s'adapter aussi. Donc la sexualité n'est pas forcément pire ou meilleure qu'avant, elle est différente, elle peut être enrichie et ça permet au couple justement, d'évoluer. C'est l'évolution en fait, du couple, quoi. D'accord. Donc en fait,
tout ce dont tu viens de parler. Il y a le lien au corps aussi peut-être qui est important. Oui, effectivement, le placer là entre tout ça, mais il y a déjà la phase où il y a besoin aussi pour la femme qui est devenue mère d'avoir cette reconnexion à son corps avant, d'avoir cette phase centrée sur elle-même, avant d'avoir la phase où il y a la rencontre avec le ou la partenaire. Et ça, c'est important pour les 2 d'en avoir conscience et de se dégager du temps. Le temps ne va pas tomber du ciel, on se dégage du temps. D'accord. Encore une fois, une question de priorité et donc en fait, tout ce que tu viens de récapituler, je m'en rends compte encore plus et c'est ce qu'on disait, pendant, à peu près tout le webinar. C'est des choses qu'on met pas en place pour le postpartum, c'est des choses plus globales qu'on peut mettre en place dès maintenant, qu'on ait un projet d'enfant ou non et qui dans tous les cas, c'est des outils qui seront utiles, pour avoir une sexualité épanouie, en fait. Tout à fait, c'est adapté justement à tous les mondes. C'est les conseils, vraiment les conseils de base, hein, comme, dans mon livre où ça parle de réinventer sa vie intime après bébé. C'est en fait les conseils de base, donc vous pouvez le lire, que vous ayez des enfants ou non, ou des projets bébés ou non, c'est la base. D'accord, donc il y a des petites spécificités à prendre plus en compte quand il y a une question, de grossesse, une question de postpartum et cetera. Oui, des informations à Heu, savoir, oui. Mmh. d'accord et mais au final, en fait, c'est des choses, c'est pas si compliqué. Ça demande de Possible. savoir, ça demande, voilà, de mettre des choses des fois, d'avoir de repenser, hein, la manière dont on sexe, de déconstruire certaines choses et des fois, il y a quand même la difficulté de mettre des choses en place et donc de pas hésiter à consulter. Mmh. Beaucoup d'indulgence, beaucoup de patience, beaucoup d'écoute de soi-même et de communication, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. C'est ça Tu donc l'as dit, la fameuse recette tu l'as dit. Tous les éléments clés, sont là, ouais. et ça doit venir, de soi. De soi et des 2 quand on est en couple. Oui, bien sûr. Soi avec un grand OK, écoute Camille, il nous reste, 10 minutes. Moi de mon côté, je t'ai posé toutes les questions qu'on avait reçues. On a eu des discussions, passionnantes. Est-ce qu'il y a un sujet, qui te tient à cœur et que tu aimerais bien aborder, avant de clore le webinaire ou pas? Ouh là là, je trouve qu'on a parlé quand même de pas mal de choses, les éléments importants quoi, d'arrêter de se mettre, la pression et ouais, c'est ça, vraiment arrêter de se mettre la pression, repenser son intimité, d'en discuter, d'avoir cette flexibilité, je crois que c'est vraiment les mots importants, quoi. OK, très bien. Donc du coup, flexibilité, indulgence, communication. Mmh, et pas de pression du coup, ouais, donc ouais, comme tu disais. OK, parfait. Ben écoute, dans ce cas-là, je te remercie beaucoup, pour cet échange Et qui toi? était ultra passionnant. Hem, je vous rappelle que tout l'intégralité du webinaire sera postée sur YouTube, aujourd'hui ou demain, et que, aussi on va les couper en petites vidéos pour les avoir par sujet. Si vous vous êtes inscrite, vous allez recevoir le replay par mail aussi. Donc voilà, multicanal. C'est chouette. Merci encore Camille, c'était super intéressant. Je vous invite tous à jeter un coup d'œil au livre de Camille, qui est passionnant. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur le site de mia.co, donc avec des sexologues qui sont diplômés, qu'on a sélectionnés et qui sont des personnes bienveillantes, à l'écoute, qui vous jugeront pas. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Voilà, le postpartum, l'accouchement, c'est quelque chose, de très important, donc n'hésitez pas, à vous occuper de ça, à vous occuper de vous. Et Diane, du coup, un petit mot toi aussi pour ton dernier webinaire. Comment tu le Bah, sens? mon dernier webinaire, ça fait un petit peu drôle. Je suis super contente de les avoir tous faits, avec toi ou avec Gilbert. Je suis hyper contente, d'avoir travaillé pour Mia, pour Charles et puis, je pars, vers d'autres horizons qui seront tout aussi flamboyants, je l'espère, Oui. voire même plus encore. Wouhou! Bah, ouais, super aventure en tout cas, c'est vraiment chouette. Et merci encore, bon là, vous n'êtes plus beaucoup parce que vous commencez à avoir faim et que c'est la fin et Ouais, que c'est le moment de partir. Mais ce qui fait le webinaire aussi, c'est les personnes qui nous regardent, c'est toutes les personnes qui nous posent des questions, qui nous écrivent après, toutes les questions qu'on a eues avant. Donc merci public. merci. Merci aux followers, followers. Non, merci vraiment. Mmh. Bah, écoute Camille, à très bientôt. Bon appétit si tu as pas mangé Ouais, je vais aller et manger puis, ma tartiflette là.
Parfait. Merci à tous d'avoir été là et puis je souhaite à tout le monde une très bonne journée. Merci, bisous tout le monde.